J'aurais plutôt dit tout le monde ne l'utilise pas consciemment. Et je pense qu'au contraire, ce sont les personnes qui pensent le moins l'utiliser qui en sont le plus victimes. Parce que les intelligences artificielles, les technologies d'IA, c'est aussi ce qui va encourager la viralité sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va faciliter le détournement d'informations, la création de fausses images, de fausses informations. Et donc, moins on est conscient de l'utiliser, plus on risque aussi d'en être victime. Donc, je voulais raconter les IA pour ceux qui les utilisent, mais aussi pour ceux qui pensent que ça ne les concerne pas, que l'IA, c'est un domaine de geek qui est très très lointain d'eux, alors qu'ils l'ont dans leur poche. Bonjour Laura. Bonjour. Laura Siboni. Laura, bienvenue sur le podcast Comptoiria pour notre 95e épisode. On est super content que tu sois là. En particulier, on va parler de ton livre que tu as sorti cet été, Fantasia, aux éditions Grasset. Super. Donc toi, Laura, en fait, tu es écrivain et professeur à HEC et à Sciences Po. Et tu as écrit donc Fantasia, donc conte et légende de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. C'est un plaisir de venir le présenter. Hmm. Merci d'être ici. Premièrement, ce livre, il est super. En vrai, il faut un maximum de littérature comme ça sur l'intelligence artificielle pour toucher au maximum le grand public. Euh, On a eu la chance d'être mentionné dans Elle Magazine, toi et moi, cet été, pour le livre et le podcast. Donc, continuons ensemble cet exercice de démocratisation, de vulgarisation de l'IA. Et j'ai oublié de le mentionner, avant, tu as travaillé aussi, et je pense que c'est important, on en reparlera, chez Google Art et Culture. Oui, oui, et je suis tout à fait d'accord sur la vulgarisation de l'IA et l'importance de la raconter. Plutôt que de l'expliquer, de faire des prédictions, de tout ça, c'est intéressant, mais pour parler au grand public, il n'y a pas que les IA génératives, il y a aussi toutes ces IA qu'on utilise au quotidien et que j'ai voulu raconter, mettre en lumière dans le livre. Je trouve ça super important de raconter. En effet, cette IA était dans les labos, appartenait, a été créée par des scientifiques, des chercheurs. On s'en est saisi au moment de ChatGPT. Elle est accessible à tout le monde, mais tout le monde ne l'utilise pas, ou en tout cas pas fréquemment. C'est hyper important de la raconter pour donner en fait des idées, des cas d'utilisation et renforcer cet imaginaire collectif et lui donner aussi une image positive et sortir enfin de cette image Terminator, mais bon, qui nous est un peu rabâchée par la littérature et les films depuis des dizaines d'années. Alors, plutôt que tout le monde ne l'utilise pas, j'aurais plutôt dit tout le monde ne l'utilise pas consciemment. Et je pense qu'au contraire, ce sont les personnes qui pensent le moins l'utiliser qui en sont le plus victimes. Parce que les intelligences artificielles, les technologies d'IA, c'est aussi ce qui va encourager la viralité sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va faciliter le détournement d'informations, la création de fausses images, de fausses informations. Et donc, moins on est conscient de l'utiliser, plus on risque aussi d'en être victime. Donc, je voulais raconter les IA pour ceux qui les utilisent, mais aussi pour ceux qui pensent que ça ne les concerne pas, que l'IA, c'est un domaine de geek qui est très très lointain d'eux, alors qu'ils l'ont dans leur poche. L'IA, c'est aussi ce qui optimise la batterie de notre portable, c'est ce qui va sécuriser notre compte bancaire, c'est ce qui va nous éviter d'être noyés sous les spams. C'est aussi un ensemble de technologies qu'on utilise au quotidien sans même en être conscient. Ouais, tu as raison. On est entouré d'IA, on s'en rend pas compte. C'est l'IA qui reconnaît les fruits sur la balance que j'utilise au supermarché pour les peser. Euh, Elle est partout, on finit par plus la voir. Mais là, depuis ChatGPT, on a vu apparaître une nouvelle forme d'IA, en particulier cette IA générative issue des LLM. Est-ce que toi, tu t'y attendais? Comment est-ce que tu as vu ça arriver? Et c'est arrivé très vite.
Je me souviens encore d'avoir appelé mon éditeur en larmes au milieu de la rédaction de Fantasia, de dire c'est une telle révolution, à la fois des technologies, mais aussi des usages, que le domaine de l'IA, sur lequel j'avais commencé à écrire, ne ressemblera plus du tout à ce qu'il a été. Et de façon assez ironique, plutôt triste en l'occurrence, la sortie de ChatGPT s'est faite en France un soir où j'avais justement une interview qui était prévue avec un data scientist qui venait de passer 2 ans à travailler nuit et jour sur un système d'IA qui devait noter des copies de management. Donc c'était un système... il avait vraiment affiné les détails. Il y avait de la reconnaissance de caractères pour reconnaître les copies manuscrites. Il y avait de l'analyse NLP du langage naturel. Il y avait tout un système de curving pour pouvoir donner des notes équitables selon les copies et selon le niveau. C'était extrêmement précis comme système. Et je le rencontre le soir où ChatGPT met ses 2 heures d'effort à plat. Incroyable. Et voilà, face à la concurrence d'une IA plus générale. Ce data scientist, donc, il travaillait sur ce projet. Je pense que c'était très avancé à cette époque-là pour faire un tel projet. Donc, tu l'as dit, ça fait intervenir plein de compétences, plein de disciplines. Il avait travaillé 2 ans sur le projet, ce que tu dis. Et en fait, à ce moment-là, on a ChatGPT qui, concrètement, peut faire tout ce sur quoi il travaillait plus rapidement, mieux, et donc juste en utilisant cet outil qui était en plus gratuit, quoi. Ouais. Oui, alors mieux, c'est toujours relatif à quelque chose. Sans doute moins précisément, sans doute que ChatGPT était moins précis dans la correction des copies, mais sa base de données étant plus importante que ce à quoi un data scientist indépendant pouvait avoir accès, l'entraînement étant beaucoup plus coûteux, imposant, il n'y avait pas de rivalité possible. C'était plus rapide, plus général, plus flexible. Alors, justement, merci beaucoup Laura. Ça correspond un peu à la question que je voulais te poser. Fantasia, quand est-ce que tu as démarré l'écriture du livre ? L'écriture elle-même en 2022, août 2022, je dirais. L'idée est venue au départ d'une discussion avec mon éditeur. Je m'étais amusée à faire avec une amie un système très très basique. On ne peut même pas vraiment appeler ça de l'IA aujourd'hui, plus de probabilité, qui générait une chaîne de mots à partir d'un entraînement donc sur, en l'occurrence, la base des textes écrits par mon éditeur. Et donc, on pouvait générer une chaîne de mots, une petite chaîne de Markov, qui ressemblait beaucoup aux névroses de mon éditeur. Donc, on retrouvait les mots qui venaient le plus souvent, on retrouvait des liens entre des mots qui étaient le plus courant. S'il associait souvent un adjectif à un nom, il y avait des chances que ce soit généré et que ça se retrouve. Donc, dans la génération, on a eu un fou rire parce que forcément, c'est comme se voir dans un miroir déformant. C'est reconnaître son propre style, mais déformé. Son propre style, mais uniquement vu par des chaînes de 3 mots, vu par des probabilités. Et donc, à partir de là, on s'est dit, il faut écrire sur l'intelligence artificielle. Il y a tellement à raconter et ça peut être drôle parce que ça nous donne une autre vision de ces données qu'on a produites. D'accord, donc ça c'est super intéressant. En effet, c'était ces triplés de mots sur lesquels en fait on travaillait, les origines de l'autocomplétion, de Google, dans les emails, le T9, tout ça. On est allé finalement beaucoup beaucoup plus loin avec CLLM et avec la révolution des transformers en 2017. D'accord. Donc toi, tu avais déjà commencé à travailler sur le livre. ChatGPT sort. Tu as commencé l'écriture. ChatGPT sort en fait, grosso modo. 4-5 mois après le lancement du processus d'écriture. Donc oui, en effet, ça a dû changer beaucoup de choses, mais rendre l'exercice d'autant plus intéressant. Et de toute façon, tu l'as vraiment pris en compte dans ton livre, où ChatGPT est intégré profondément.
Laura, pour revenir, toi, un petit peu à ton utilisation, est-ce que tu utilises l'IA générative aujourd'hui dans ton quotidien? Est-ce que tu t'en es servi pour ton livre? Alors, pour le livre, je m'en suis pas beaucoup servie, non, parce que j'avais déjà une idée précise de ce que je voulais faire et puis surtout parce que le plaisir dans l'écriture, c'est d'écrire. Mais pour le quotidien, ce que j'utilise souvent, c'est pas des usages très originaux, mais comme je vis seule et je voyage pas mal, il n'y a jamais rien dans mon frigo. Donc, c'est assez utile pour pouvoir prédire des recettes à partir d'un nombre réduit d'ingrédients qui souvent vont pas très bien ensemble. Ou alors, je l'utilise aussi pour générer des mails de refus parce que je me suis rendu compte, faille humaine, que j'avais beaucoup de mal à faire un mail de refus parce qu'on y met des émotions, parce que soit il y a de la honte ou on se sent désolé. Enfin, on y met de l'émotion et donc le fait de générer un mail de refus, ça permet déjà de mettre à distance, de refroidir. Alors pas forcément pour copier-coller la réponse, mais en tout cas pour s'en inspirer et mettre à distance. Ouais, Pas très super. original, c'est vraiment un bête usage des générateurs de texte, mais qui m'est utile pour déshumaniser le processus. C'est hyper important. Écoute, on a tous les jours, on reçoit tous les jours des courriers administratifs. On a et l'IA peut vraiment servir, je pense, dans les échanges. Tu as raison. Est-ce que tu as été impressionné par les capacités de ChatGPT et des LLM? Je suis complètement bluffée et je pense que ça se sent dans le livre et que c'était aussi son but, de pouvoir transmettre cet émerveillement, parce que quand la technologie va à un rythme, se développe à un rythme aussi rapide, et que ses usages aussi se développent à un rythme vertigineux, on devient vite blasé. Et c'est important de continuer de s'émerveiller, de jouer avec cet aspect un peu magique, parce que les résultats sont magiques. Le processus est tout à fait explicable et demande de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais les résultats, souvent je m'imagine expliquer à mes grands-parents qu'on peut générer du texte, générer des livres entiers, générer des images, générer des visages qui n'existent pas, de personnes qui n'ont jamais existé. Et tout ça en quelques secondes, je pense que c'est un émerveillement qu'il faut garder et transmettre. Oui, c'est fascinant. Et en effet, on comprend comment ça marche. La question qu'on se posait souvent, c'était comment est-ce que ça marche aussi bien, entre guillemets. Et sur cet émerveillement, on en parlait un tout petit peu. Je viens de tomber, moi, sur deux nouvelles dont on reparlera ici, mais qui m'ont pas mal intéressé. J'en avais déjà entendu un tout petit peu parler, mais je le dis à nos auditeurs qui sont hyper fidèles et passionnés par ces sujets. C'est donc la grande grammatisatrice automatique de Roald Dahl, qui est une nouvelle, et le troisième voyage de Gulliver, avec le personnage de Swift aussi. Et ces deux ouvrages, ces deux nouvelles ont en commun, en fait, le fait de penser un petit peu à un chat GPT bien avant l'heure, avec des machines, et souvent donc des machines en dur, fonctionnelles, qui prennent plusieurs mètres cubes, mais qui permettent de générer du texte. Et je suis tombé là-dessus hier, j'ai pas eu le temps de vraiment creuser. J'en avais déjà un tout petit peu entendu parler, mais je trouve ça fascinant, Laura, par rapport à ce que tu dis. C'est qu'en fait, c'est des idées qui remontent à 70 ans ou même à 2 siècles et qui, enfin, ont vu le jour, en fait, de manière assez proche, en fait, dans ce qui avait été imaginé, parce que ChatGPT et les LLM ne sont que des générateurs de texte aussi pour le moment. C'est fou d'arriver là. Oui, et c'est toujours, je trouve une très bonne chose de se replonger dans les visions du futur qu'on avait dans le passé, de faire du rétrofuturisme, de s'interroger sur comment est-ce que nos ancêtres imaginaient le futur, déjà parce que ça nous permet de penser différemment, de sortir du chemin sur lequel on s'est engagé et de voir les autres voies possibles.
Et puis, ça interroge le paradigme même, parce que c'est aujourd'hui, pour moi, la principale question de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un besoin artificiel? Et donc, se replonger dans les visions qu'on avait des usages de l'intelligence artificielle, parce que le mot n'était pas encore utilisé à l'époque, c'est à la fois rafraîchissant et nécessaire. Quand j'ai travaillé à l'armée, j'ai fait un article sur le rétrofuturisme. Donc, comment est-ce qu'on imaginait l'armée de l'air avant l'invention de l'avion? Et on trouvait des textes qui datent, pour certains, de l'époque des montgolfières, donc des tout premiers objets volants, où on imagine, alors je crois que c'est le marquis d'Argenson, qui était ministre de la police de Louis XVI, qui pense que la montgolfière va forcément mener à l'homme volant. Ça a été un grand rêve de l'humanité. Et que l'homme volant, naturellement, et première chose qu'il fera, c'est de s'introduire chez les jeunes filles de bonne famille de nuit pour en abuser. Bon, on a vu ce qu'ont donné l'avion, les drones aujourd'hui. On est très loin de ces imaginations. Mais donc, pour le marquis d'Argenson, la prospective, c'était clairement, il faut inventer une police volante pour pouvoir faire face à la menace des hommes volants qui s'introduisent chez les jeunes filles de bonne famille. Et ça aide à penser aussi ce qu'aurait pu devenir une armée de l'air, une police de l'air. Comment est-ce qu'on voyait le fait de voler à l'époque? Et si aujourd'hui on l'applique à l'intelligence artificielle, c'est aussi de voir quels étaient les risques qu'on anticipait pour l'automatisation. Parce que l'être humain n'a pas tellement changé en 2 siècles, alors que les technologies qu'il utilise, elles, ont beaucoup évolué. Super intéressant. Je ne connaissais pas cette histoire du marquis d'Argenson. C'est passionnant, Laura. Et tu la racontes très bien. Et je pense que c'est très important d'être dans cette logique de conte, de raconter. On en parlait à l'instant. Laura, sur ton ouvrage, donc Fantasia, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur le titre de ce livre? Alors, le titre s'est imposé tout de suite. Fantasia, avec IA d'une autre couleur sur la couverture. Il évoque plein de choses. Pour moi, bon, déjà, bien sûr, la fantaisie qui a guidé le choix des textes. Certains ont peut-être entendu l'écho de Disney, du Fantasia de Disney, qui était une manière, le Fantasia original, pas le Fantasia 2000, était une manière de transmettre la musique classique, très exigeante, enregistrée par l'orchestre de Philadelphie en 1940, si je ne me trompe pas, par Disney, de la transmettre d'une façon qui soit agréable, amusante, colorée, à travers les personnages de Disney. Et souvent, la scène qu'on retient, c'est celle de l'apprenti sorcier, avec donc l'apprenti sorcier sur un livret de Goethe, avec le Mickey Mouse et les balais, qui rappellent un petit peu notre usage de l'IA aujourd'hui, un usage d'apprenti sorcier dépassé par sa propre technologie. Enfin, beaucoup de choses qui se connectaient dans ce titre. On m'a aussi fait remarquer que ça évoquait les fantasias du Maghreb. C'est moins connu, mais alors les fantasias, c'est des grottes chevauchées sabre clair qu'on trouve encore au Maroc ou en Algérie. Et l'IA a aussi ce côté à la fois fascinant, c'est coloré, ça va très vite, et effrayant. Et ces 2 faces de l'intelligence artificielle, le merveilleux, fascinant, et presque hypnotisant, et le côté effrayant. Tous les risques de l'intelligence artificielle vont toujours ensemble. Écoute, espérons qu'on arrive donc à trouver un alignement donc avec cette intelligence artificielle. Elle va peut-être certainement nous dépasser. Donc, ce serait bien qu'elle ait des intérêts qui soient alignés avec les nôtres. Moi, j'ai vu là, il y a Harari, tu sais, l'auteur de Sapiens, qui sort un nouveau bouquin qui s'appelle Nexus. Espérons que ce soit aussi bien que Sapiens. Mais j'ai vu qu'il commençait à en parler et il a dit quelque chose que je trouve hyper intéressant. C'est qu'il voit en fait l'intelligence artificielle, donc cette nouvelle vague d'intelligence artificielle en particulier,
non pas comme un outil, ce qu'on a toujours tendance à nous rabâcher, tu vois, un peu partout où je vais, moi, pour des conférences, des panels, à chaque fois, on finit pour rassurer les gens par dire bah, c'est un outil, quoi, tu vois. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu limitant, cette vision de l'outil comme bah, notre téléphone, comme un ordinateur, comme une pelle, une pioche, etc., ou un stylo. Ce que dit Harari, et je trouve que c'est très intéressant d'en parler, c'est que pour lui, cette IA euh, des modèles Transformer, GPT, et cette IA, en fait, est un agent et pas un outil. Et donc, tu vois, c'est une autre catégorie qu'on n'a jamais connue et qu'elle est capable d'avoir une capacité d'action, un pouvoir de décision et que ça change beaucoup de choses. Alors, l'agent, c'est une catégorie qu'on a connue, mais qu'on connaît chez les humains. Lorsqu'on parle d'agents pensants, je préfère le terme d'assistant, qui a aussi cet anthropomorphisme qui peut être dangereux, ou si on parle d'outil, de rappeler que c'est un outil qui n'est pas neutre. C'est un outil qui nous influence aussi. C'est un outil qui est dans une dialectique avec son utilisateur, où on finit par s'aliéner, s'assujettir aussi à cet outil. Et voilà, lorsqu'on donne des tâches à faire à un stagiaire, par exemple, ou un assistant, on ne va pas le considérer comme un outil parce qu'on sait qu'il est aussi capable, même s'il va effectuer la tâche qu'on lui donne, de volonté ou en tout cas de proaction un peu plus propre. Et donc le terme exact face à des éléments aussi neufs, c'est évidemment reste à inventer. Mais en effet, si on parle d'outil, il faut rappeler que c'est un outil qui n'est pas neutre. Et que Ouais, ok. c'est un outil qui dépasse le cadre d'un usage spécifique. Parce que jusqu'à présent, en général, on crée un outil pour répondre à un usage. Là, on répond à des besoins qui sont artificiels et qui se créent au fur et à mesure qu'on utilise les outils. Donc une technologie multi-usage à large spectre et qui va donc avoir certainement un impact incroyable. Quand toi, tu donnes des cours sur l'intelligence artificielle auprès des étudiants à HEC, à Sciences Po, est-ce que tu peux nous donner un petit peu leur vision, leur niveau d'utilisation? On est donc en septembre 2024. Alors, ça fait 6 ans que j'enseigne à HEC et j'ai vu une évolution fantastique de l'appropriation de l'intelligence artificielle. C'est difficile de suivre le rythme. Lorsque j'ai commencé il y a 6 ans, je voulais, donc c'était le premier cours sur expliquer l'intelligence artificielle par le biais de l'art. Je voulais montrer par le biais de collections artistiques, donc montrer visuellement, montrer par le biais de la musique, comment fonctionnaient les IA, ce qu'elles pouvaient faire, quels étaient leurs risques. Et alors à HEC, la particularité, c'est que j'ai des classes très internationales, parfois 20 nationalités dans la même classe. Donc les niveaux de pratique du code étaient très différents. Parce qu'en France, on est en retard sur l'enseignement du code, surtout par rapport aux pays asiatiques où les étudiants maîtrisaient tous plusieurs langages de programmation. Et aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup moins important. Il y a toujours ces disparités dans l'apprentissage du code, mais l'impact sur la compréhension de l'IA et de ses enjeux est beaucoup moins sensible. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est de pouvoir, à un moment, alors ça dépend des formats de cours, il y en a qui sont plus ou moins longs et étendus sur l'année, mais pouvoir organiser un débat structuré autour de l'intelligence artificielle, soit sur la créativité de l'intelligence artificielle, donc ses usages artistiques, parce que c'est très révélateur. On parlait tout à l'heure du statut de l'IA, est-ce plutôt un outil, plutôt un agent? Lorsqu'on parle de l'art, on se demande, est-ce que l'IA finalement crée un nouveau genre artistique? On a parlé à un moment de GANisme par référence au GAN. Est-ce que c'est simplement un nouvel outil, un nouveau pinceau qui vient s'ajouter à la palette des créateurs? Ou est-ce que c'est un changement radical qui va jusqu'à créer un nouvel art, comme la caméra a créé l'art du cinéma, qu'on ne
pouvaient pas, qui n'étaient pas concevables avant cette avancée technique. Et donc, j'aime bien lancer des débats comme celui-là, et j'ai été assez surprise l'année dernière lorsqu'on a eu le débat à partir d'une étude de cas. Il s'agissait d'une transformation IA pour une maison d'édition fictive. Et donc, on regardait à toutes les étapes de la chaîne du livre comment l'intelligence artificielle pouvait améliorer la traduction, la mise en page, affiner la segmentation marketing. Et là où j'ai été surprise, c'est que 100% de la classe, tous les élèves étaient favorables à une localisation des textes, c'est-à-dire aujourd'hui, avec les IA génératives, on a la capacité de faire un Harry Potter LGBT+. On a la capacité de faire un Harry Potter dont l'histoire ne changerait pas, mais qui aurait des références uniquement japonaises. Et donc, tous les étudiants étaient favorables à ce qu'il y ait des livres qui soient transformés, traduits, pour être plus inclusifs ou plus personnalisés. Et là, ça m'a beaucoup surpris, surtout en tant qu'auteur, parce que déjà, ça montre à quelle vitesse les gens et les jeunes surtout, et les jeunes étudiants se sont appropriés l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a 5 ans, discuter d'un livre personnalisé, c'était pas sur le devant de la scène. Mais aussi à quel point cette ultra-personnalisation qu'on trouve aujourd'hui dans les séries, par le biais des recommandations personnalisées, qu'on trouve dans la musique, à quel point ça a été une vague qui aujourd'hui touche tous les domaines de production artistique, au point qu'on ne considère plus le livre comme une proposition d'un artiste, d'un auteur, mais comme un produit de consommation qui doit plaire au lecteur et qui doit être adapté à son lecteur. Ça, c'est super intéressant. L'IA nous donne, par le mécanisme de l'inférence, en fait, de créer un nouveau résultat sur chaque prompt. On a une capacité de personnalisation qui est infinie. On parlait depuis longtemps de personnalisation, là c'est du réel. Donc on peut avoir en fait n'importe quel livre, n'importe quel bouquin qui va être personnalisé pour le genre, le sexe, l'âge du lecteur. C'est valable aussi sur un film, sur n'importe quel contenu. C'est fou, ouais. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais je trouve ça tout aussi fascinant de se dire des livres qui ont été écrits, pouvoir avoir un Rabelais qui nous parle aujourd'hui avec des références modernes. Fascinant, mais surtout terrifiant, parce que c'est faire d'une proposition un produit de consommation. Et à force de vouloir tout personnaliser, il y a quand même ce risque de ne plus pouvoir déjà affiner son goût en le confrontant à des choses qui nous déplairaient, de ne plus rechercher une vérité qui n'est pas toujours ce qui nous plaît, et qui n'est pas toujours en accord avec ce qu'on recherche. Donc, je vois aussi beaucoup de dangers à ça. Et le pire des dangers, c'était peut-être justement que 100% des élèves soient favorables à ça. Justement, qu'il n'y ait plus cette contradiction et cette recherche de l'opposition. Non, je comprends bien, je vois bien le danger. Quand tu me dis ça, ça me fait penser aux bulles de filtre un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vois, où déjà on partage des idées avec les gens qui ont les mêmes idées que nous. Et au final, ça crée des effets très pervers d'enfermement dans une pensée. Et là, en effet, ça peut se renforcer avec cette personnalisation des contenus. Et évidemment, de l'autre côté, on l'a abordé, il y a quand même des points très positifs où on veut faire passer un message, que ce soit toi avec ton livre ou moi avec le podcast. C'est aussi la possibilité de localiser nos contenus, les décliner dans 100 langues en quelques heures. D'un contenu d'1 heure comme celui-ci, en faire 30 contenus que je vais poster sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc., et qui vont toucher un maximum de gens, qui ensuite peuvent venir aller un petit peu plus loin si ça les intéresse. Donc, à voir. Mais oui, il y a un côté assez terrifiant. Il y a 2 phénomènes sociaux qu'on confond souvent parce qu'ils vont ensemble. C'est la bulle de filtre, où on ne va plus voir que le contenu de gens publié par des gens avec qui on est préalablement d'accord, et celui de la chambre d'écho, où on finit par ne plus entendre que ce qu'on a soi-même émis
à ne plus trouver dans les autres que notre propre miroir. Souvent, les deux phénomènes vont ensemble, surtout sur les réseaux sociaux, et leurs effets se démultiplient. L'IA aujourd'hui, hein, je pense, très intéressant, la chambre d'écho. L'IA aujourd'hui, quand on s'adresse à ChatGPT, c'est un reflet de nous-mêmes, hein, et de ce qu'on lui demande. Et je pense que moi, je comprends ça de plus en plus. Quand un mathématicien, comme un des plus grands mathématiciens contemporains, comme Terence Tao, nous dit qu'il teste le nouveau modèle O1 d'OpenAI, et qui trouve que ce modèle en fait a des performances équivalentes à celles d'un étudiant médiocre. Être un étudiant médiocre de Terence Tao en mathématiques, c'est déjà être quelqu'un de super fort. Je trouve ça très intéressant parce que quand je vois ça, je me dis, en fait, ce que fait Terence Tao en testant ce modèle, j'en serais vraiment incapable. Et en fait, il arrive à faire à ce modèle des choses de par son expertise, de par son niveau en mathématiques. Et chacun d'entre nous a une expertise, une manière et des points forts, entre guillemets, avec lesquels qu'on peut mettre en balance avec l'IA, où on peut demander à ChatGPT, à l'IA, d'aller plus loin en face. Et ça, c'est très important de voir ce reflet. C'est important et c'est dangereux. Enfin, ce que je trouve intéressant dans le mot médiocre, c'est que c'est pas mauvais. Médiocre, c'est qui est dans la moyenne. Et médiocre, à l'origine, ça vient de média, c'est ce qui est le moyen. Et c'est bien le problème avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va plutôt vers des moyennes. En somme, c'est des probabilités à améliorer, alors que la science a beaucoup progressé. La science, de façon générale, qu'il s'agisse des mathématiques, de la physique, beaucoup progressé par des esprits géniaux, mais fous, qui sortaient des chemins battus, qui ont osé remettre en question ce qui était établi, ou alors par des découvertes et du hasard. Qu'il s'agisse de la découverte du verre, de la pénicilline, c'est aussi savoir s'approprier le hasard. La découverte est un hasard qu'on n'a plus tellement. Un hasard qui disparaît lorsque on est dans une bulle de filtre, qui disparaît lorsqu'on fait partie d'un pattern, d'un motif de similarité qui se répète, lorsque on ne découvre plus que des musiques qui pourraient préalablement nous plaire, des séries qui sont en accord avec ce qu'on a déjà vu. Bien sûr. Sur cet exemple des maths médiocres de Terence Tao, c'est de dire aussi que sur la version précédente, GPT-4, GPT 3.5, grosso modo, tu vois, pour lui, c'était pas intéressant du tout et que ça fonctionnait pas. Et par contre, c'est se dire que si on continue les lois de mise à l'échelle, les scaling laws de ces modèles, grosso modo, sur une ou deux itérations prochaines du modèle, on pourrait arriver à quelque chose d'exceptionnel. Et pour lui, en fait, d'un assistant de recherche qui serait vraiment, tu vois, d'un niveau suffisant pour trouver des nouveaux théorèmes. Et ça, c'est incroyable. En fait, se dire que en mettant plus de compute, plus de puissance de calcul, potentiellement, tu vois, on peut arriver à avoir des nouveaux chercheurs qui travaillent en permanence. Il y a une philosophe, Margaret Boden, qui a fait une typologie de la créativité et qui distingue trois types de créativité. Celui dont on parle ici, c'est la créativité exploratoire. C'est aller plus loin que ce qui a déjà été fait. Elle donne l'exemple de l'impressionnisme, qui à l'origine se voit comme une manière de capter les rayons de lumière, de capter la lumière, et donc qui va plus loin que la représentation qui existait auparavant, mais sans être un changement radical. Il y a la créativité combinatoire, plus difficile pour l'IA, mais possible, qui consiste à chercher l'inspiration pour un domaine dans une autre discipline, dans un autre domaine, et à combiner les deux. Et puis, il y a la créativité, si je ne me trompe pas, elle l'appelle révolutionnaire, qui consiste à remettre en cause le paradigme même de ce sur quoi on travaille. C'est Picasso qui réinvente
les règles de la peinture qui tout d'un coup n'est plus voilà, un portrait qui ne vise plus à exprimer le modèle, ni ses traits figuratifs, ni son expression, mais qui va exprimer le peintre lui-même. En tout cas, c'est une remise en question du paradigme même, des règles qui font la discipline, le champ dans lequel on crée. Et celui-là, cette forme de créativité reste mystérieuse. Celle-là, justement, elle n'obéit pas au pattern, elle casse le pattern. Et c'est peut-être celle-là qui résiste à l'intelligence artificielle. Je ne connaissais pas, c'est super intéressant sur la créativité. Merci beaucoup, Laura. Dans ton livre, en fait, tu nous racontes plein d'histoires, et c'est tout l'intérêt, parce que ça nous permet de nous familiariser avec l'IA. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Il y a notamment l'histoire de notre Turc mécanique. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce fameux joueur d'échecs? Alors, cassons tout de suite le mythe. Le Turc mécanique, ça n'est pas de l'IA. Et c'est même pas une machine autonome. C'est pas un automate. C'est juste une machine. Et il a quand même fallu un siècle pour que le mystère soit dévoilé. Et c'était une machine dans laquelle une personne de petite taille pouvait se glisser, qui était habilement dissimulée par un jeu de miroir. Et qui pouvait activer un bras qui jouait aux échecs. Mais pendant longtemps, on en a fait la figure même de l'automate. Et c'est peut-être la meilleure métaphore pour une certaine forme d'intelligence artificielle qui ne cherche qu'à imiter, qui n'a pas enlevé l'humain dans la machine, qui n'a pas cherché à entièrement automatiser, mais à imiter. Et donc, moi, je l'utilise dans une histoire donc pour raconter le combat du Turc mécanique contre Napoléon et faire la transition vers, cette fois, une machine beaucoup plus automatisée, le DeepMind Deep Blue, pardon, dont le nom a certainement inspiré l'entreprise DeepMind. Mais donc Deep Blue d'IBM, qui est cette fameuse machine qui a battu Kasparov aux échecs et où on a retrouvé dans les journaux les titres qu'on voyait déjà à l'époque du Turc mécanique, l'homme contre la machine a battu l'homme, etc., qui sont évidemment excessifs si on regarde précisément la définition des termes, mais qui en disent long sur les espoirs qu'on plaçait dans les usages qu'on comptait faire de ces technologies. J'ai vu un article qui était top, qui disait que l'IA, pour pouvoir grandir et être acceptée aussi par la société, qu'il fallait qu'on arrive à parler, à faire accepter et à trouver des solutions un petit peu sur ces erreurs de jeunesse. Et il parlait grosso modo de 3 erreurs de jeunesse. La première étant que, grosso modo, l'IA, elle a été entraînée sur tout Internet, dans un mode un petit peu pirate, gratuitement. Alors sur les common crawl, mais sur tous les médias, sur Reddit, sur tout le contenu, sur toute la création humaine des artistes, et pour l'instant sans aucun système de royalties. Alors, d'un côté, moi étant assez progressiste et subjugué par ces technologies et imaginant leur intérêt, je me dis, tant mieux, parce que si on avait dû trouver un système de royalties en amont, en vrai, on n'aurait jamais réussi à faire un modèle comme GPT-4. Ça aurait pris très, très, très longtemps de se mettre d'accord. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est potentiellement l'impact sur l'environnement, donc avec des data centers qui aujourd'hui sont colossaux comme Colossus, sur lequel Elon Musk entraîne Grok 3, donc son nouveau modèle, 100 000 GPU à Memphis, bientôt 300 000 GPU de NVIDIA. Et donc, c'est très clairement, quand ce data center sera complètement opérationnel, à plein régime, on parle d'une petite ville sur la consommation électrique. Et la troisième erreur de jeunesse, on va dire, et je pense qu'elle continue, et on n'en parle pas, et c'est là-dessus que je veux t'interroger, Laura, parce que tu en parles, c'est sur les annotations aussi, sur les petites mains. En fait,
notamment au Kenya, il y a plein de petites mains qui travaillent sur l'annotation des données, le labelling pour les modèles. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on nous dit, grosso modo, on a juste fait les données présentes sur Internet avec du calcul, on a mélangé tout ça et voilà les modèles. Mais ce n'est pas vrai. Et ça, j'ai trouvé très bien que tu en parles dans le livre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces petites mains? Oui, alors ça, c'est peut-être justement ce qui est le plus erreur de jeunesse en train de disparaître, parce que les questions écologiques et les questions de la propriété intellectuelle, elles Ne sont pas ne réglées du tout. disparaissent pas. Et, et je pense que les trois relèvent aussi d'une mauvaise compréhension des ordres de grandeur, parce que les ordres de grandeur sont tellement délirants qu'on en perd la mesure. Et pour ça, il y a besoin de les raconter. Pour retrouver cette mesure, de mettre des images, de donner des comparaisons. Un chiffre qu'on ne cite jamais dans les conférences sur l'IA, c'est ces 2 milliards d'humains, un tiers de l'humanité, qui n'a pas un accès stable à Internet et qui, eux, sont laissés hors dehors de la révolution de l'intelligence artificielle, qui en bénéficient indirectement et souvent se l'approprient même plus rapidement que dans des zones ou des pays plus développés économiquement, parce que on voit, je crois que c'était au Kenya notamment, le Covid a révélé que l'étape ordinateur personnel a quasiment été sautée pour tout de suite montrer une adoption du smartphone et donc des paiements notamment dans les pharmacies qui se faisaient par smartphone et permettaient de beaucoup mieux tracer la manière dont se répandait l'épidémie. Les effets de rattrapage, en effet, on espère que c'est ce qui va se passer. Et donc, pour parler de ces milliards de personnes qui n'ont pas un accès stable à Internet et qui souvent donc, vont en être victimes et vont contribuer à entraîner des IA. Moi, je voulais surtout montrer, insister sur le contraste, peindre ces inégalités qu'il y avait entre des gens qui identifiaient des trottoirs et des lampadaires sur des photos pour entraîner les logiciels qui sont dans les voitures autonomes, qui vont circuler dans des rues qu'ils ne verront jamais, qui pourront jamais se payer le quart de la moitié du commencement d'une voiture autonome. Je voulais surtout montrer ce contraste-là, parce qu'à vrai dire, les petites mains de l'IA, même si ça reste un problème, ça reste un problème notamment pour l'époque avant la mise à l'échelle, ça continue d'exister, mais ça diminue justement parce que les coûts d'entraînement des IA diminuent. Bien sûr. Et on est on travaille de plus en plus aussi sur des données synthétiques et sur des modèles qui peuvent entraîner des modèles. On l'a vu là récemment donc avec Strawberry qui est devenu O1 de OpenAI et qui est censé servir à l'entraînement de Orion, qui était peut-être un peu le GPT-5 que tout le monde attend pour 2025 peut-être. Laura, pour passer aussi sur une note, un truc assez marrant, et je pense que c'est très important d'être dans le ludique, sur la manière dont on raconte l'IA, dont on en parle, pour se familiariser. Toi, tu as un chapitre qui s'appelle les Silly Valley Awards. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces récompenses ? Quand on parle de l'IA, soit on essaye de l'expliquer, soit on essaye de la juger. J'ai un chapitre central dans Fantasia qui sont juste des brèves, comme des brèves de comptoir sur l'intelligence artificielle. Il y en a des très bons quand même. Il y en a qui il y a sont des histoires tout à folles. fait réelles. On se dit, waouh, on n'aurait pas pu imaginer ça, quoi, en fait. Et en effet, je trouvais que le format de la brève montrait bien, en augmentant le contraste, par ce format très court, on montrait bien les absurdités et les dangers des intelligences artificielles dans diverses situations. Et alors peut-être une ou deux quand même pour donner un petit peu envie à nos lecteurs, à nos auditeurs, notamment, tu sais, c'est le Hey Alexa. Alors, si tu veux le lire, je t'en prie.
Et c'est une brève qui, elle, est inspirée de faits réels. Hey Alexa, si je me souviens bien, c'était une publicité pour Alexa qui était passée à la télé où le présentateur disait Hey Alexa, commande telle et telle chose. Et donc, tous les auditeurs qui avaient une Alexa, donc un assistant vocal du type Google Home, réagissaient et ont réellement passé commande. Je crois que le cas s'était présenté en Australie il y a quelques années. Et donc, puisque c'était activé à la voix, il avait suffi de la voix du présentateur à la télévision pour activer les assistants. Et donc, ça souligne aussi comment l'intelligence artificielle vient se glisser dans un quotidien qui n'avait pas été prévu pour. Et j'aime bien m'amuser de ces contrastes parce qu'ils sont révélateurs. Donc, Hey Alexa, c'est vrai que quand ça passe à la télé, ça c'était un petit souci. Hein, ça peut un message comme ça. Donc, avec l'équipement d'Alexa, il y en a quand même des millions d'Alexa, des enceintes connectées. Elles étaient un petit peu limitées jusqu'à aujourd'hui. Je pense que dans les prochains mois, on va beaucoup s'amuser parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, c'est Claude d'Anthropic qui va être le nouveau moteur d'intelligence artificielle de toutes ces box Alexa. Et Claude est quand même hyper avancé. Et en effet, donc, Amazon a investi très fortement donc, dans Anthropic et ils vont complètement remplacer cette interface. Donc, on va peut-être avoir enfin une Alexa intelligente. Et sur les brèves, ça me permet quand même de lancer un sujet dont je voulais absolument parler avec toi, Laura. C'est celui des deepfakes. Et alors, tu as une brève qui s'appelle Tsubefel Boss sur un homme qui a ruiné son patron en étant employé d'une multinationale. Et grosso modo, donc il est tombé dans un scam élaboré avec un deepfake qui lui a demandé de faire un virement très important. On a déjà entendu ce type de cas. On a parlé un virement donc, pour une banque à Hong Kong de 25 millions de dollars. La personne s'était fait avoir avec 3 deepfakes vidéo successifs. Donc, oui, celui-ci est plus récent. Celui-ci est plus récent. Et celui Parlons dont de ces je deepfakes. parle, il m'avait amusé parce que donc ça vient d'un cas réel aussi. Mais la personne qui en avait été victime, donc celle qui a émis le virement en pensant que l'ordre venait de son patron, avait bien précisé dans l'article où je l'avais lu, il avait même imité l'accent allemand. Et il disait, on est arrivé à un stade où on a des technologies qui vont imiter jusqu'à l'accent allemand du patron de cette société qui me semble était américaine. Et en tout cas, jusqu'à l'accent du patron de cette société pour convaincre quelqu'un d'émettre un virement. C'est des IA qui sont faites pour nous inspirer confiance et pour nous emmener dans des scams. Et qui sont ces humains qui inventent des technologies qui sont aussi détournées de leurs usages? Et encore une fois, je me voyais l'expliquer à mes grands-parents, leur expliquer qu'on a réussi à faire des machines à imiter l'accent allemand d'un patron pour émettre des virements. J'ai déjà eu du mal à leur faire comprendre que non, il n'y avait pas de prince saoudien qui voulait leur donner leur héritage s'ils répondaient à ce mail. Quand on voit qu'aujourd'hui, il suffit d'un extrait de 3 à 5 secondes de votre voix pour pouvoir l'imiter, je me suis sincèrement demandé, mais qu'est-ce que je vais raconter à mes grands-parents? Comment est-ce que je vais pouvoir l'illustrer? En l'occurrence, c'est une histoire réelle. Je pense que c'est un énorme problème. Je pense qu'il n'y a pas assez de communication là-dessus. Parce qu'en vrai, ça doit arriver tous les jours. Parce que les outils dont tu parles, ils sont là. En effet, 3 à 5 secondes sur la voix. Sur la vidéo, c'est quasiment pareil. Et c'est pixel perfect. En vrai, on ne communique pas trop là-dessus. On ne raconte pas trop les histoires de ce qui s'est passé. Je pense que tu vois, il y a un petit peu un syndrome du côté des victimes, tu vois, qui ne veulent pas trop communiquer. Mais je pense que c'est hyper important parce que sinon, dans les mois qui viennent,
ça va être un carnage. Là-dessus, je suis partagée. D'un côté, bien sûr, il faut informer et montrer les dangers, montrer les capacités de l'intelligence artificielle, montrer qu'on peut tout à fait imiter la voix de quelqu'un à partir d'enregistrements même très courts. Et je pense que l'affaire de Taylor Swift a pas mal ouvert les esprits là-dessus parce qu'on avait l'impression que les deepfakes, c'était quelque chose de très lointain. Et puis, on a vu donc ces deepfakes pornographiques de Taylor Swift. Et là, notamment parce qu'elle a plusieurs centaines de millions, voire milliards de followers, les gens se sont dit, oui, en fait, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être moi, ça pourrait être ma mère. Enfin, on peut tous être victimes d'un deepfake. Donc il y a eu, je pense, un début de prise de conscience. Mais d'un autre côté, on n'a pas réellement de solution. Et donc, si c'est parler des deepfakes uniquement pour encourager la défiance, qui n'est pas la méfiance, qui est une espèce de défiance généralisée jusqu'à ce qu'on ne croit plus aucune information, là, ça devient tout aussi dangereux. Et c'est des techniques qui sont utilisées par certains États pour répandre la défiance, donc une crise de la confiance, et pour faire en sorte qu'on ne croit plus aucune information. Bien sûr. Donc, je suis partagée. Je pense qu'il faut une sensibilisation, mais comme on n'a pas réellement de solution à proposer, il n'y a pas d'outil qui permet avec certitude d'identifier un deepfake. Pour moi, la solution doit être plus politique, doit passer par une obligation de watermarker les deepfakes et par une meilleure régulation aussi de la manière dont ils se diffusent, parce que la création, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à faire, mais de plus réguler la manière dont ils se diffusent et dont ils prennent de la viralité. Je pense que le travail là doit être politique et doit être fait à large échelle, qu'il ne suffit pas d'expliquer à des individus ce dont il s'agit, parce que tant qu'on n'a pas de solution à proposer, c'est juste miner la confiance qu'on peut avoir dans l'information. Oui, tout à fait. La création, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Les modèles open source sont de la nature aujourd'hui, ils sont inarrêtables. La diffusion, en effet, il y a quelques plateformes majeures sur lesquelles on peut faire peser des obligations, notamment les méta et autres, donc les méga diffuseurs, avec ce watermarking. Dans tous les cas, c'est quand même... Il faut connaître ces technologies pour savoir ce qu'elles peuvent faire. Et ça, c'est très important. Laura, la question que je voudrais te poser, c'est si tu pouvais poser une question à une IA du futur, à une IA hyper développée, que tu avais l'occasion de poser une question à ChatGPT en 2030, en imaginant que les performances aient suivi un petit peu les lois de scaling dont on parle, ce serait quoi ? Si les performances suivent les lois de scaling dont on parle, je pense que c'est plutôt l'IA qui me poserait des questions. Parce que la limite qu'envisage la science-fiction, c'est justement celle de l'imitation des émotions d'IA qui serait capable de tellement bien comprendre le pattern de nos émotions, ce qui est déjà un sujet de débat. Est-ce que nos émotions répondent à un pattern ? Est-ce qu'elles sont modélisables ? Mais si une IA était capable de le faire et capable d'imiter l'émotion, est-ce que ça ne la rendrait pas humaine, en tout cas sensible, sentiente, dit-on quelquefois ? Et dans ce cas, si une IA est capable d'imiter l'empathie, quelle est la distinction entre une imitation d'émotion et une émotion réelle ? Est-ce que ça veut dire quelque chose, émotion réelle ? Est-ce que c'est une réponse à un stimuli ? Enfin, ça pose beaucoup de questions. Et en tout cas, si on revient dans le passé, voir ce que prédisaient les auteurs de science-fiction, il est probable qu'en 2030, l'IA m'interroge plus que je ne l'interroge. On n'y est pas. Mais il reste ce doute de saura-t-on jamais quand on y est. Qu'est-ce qui me prouve que
Qu'est-ce qui vous prouve que je ne suis pas un androïde amélioré, capable d'imiter les émotions, d'imiter le langage, jusqu'à presque le ressentir, en tout cas, au donner l'illusion. Eh bien, en effet, pas grand-chose. Et en particulier pour les auditeurs et les spectateurs qui ne sont pas en studio avec Je toi. doute pas. Et je pourrais être juste avec le clone de Laura aussi. Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu as une timeline pour AGI? Donc, tu viens de nous en parler d'une certaine manière. Hein, Non, mais là, on parlait des développements futurs, on parle de l'intelligence générale. Moi, mon but, c'était pas d'expliquer l'intelligence artificielle. Ça, c'est des questions qui, sans doute, se régleront dans la Silicon Valley, là où il y a à la fois les investissements, les capacités de calcul, le matériel pour le faire. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'adoption. Et une intelligence artificielle générale qui resterait dans la Silicon Valley, comme la plupart des projets moonshots dont on parle, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est reproduire des inégalités et accentuer des inégalités qui existent déjà. Ma question, c'est plus comment une intelligence éventuellement générale pourrait être adoptée largement, comment est-ce qu'elle pourrait être comprise, quels en seraient les usages pour éviter des usages détournés, et parce que l'intelligence artificielle a cette ambiguïté de naissance, d'être capable du meilleur comme du pire. On va retrouver les mêmes technologies dans la recherche médicale, c'est les mêmes technologies de reconnaissance d'images qui vont repérer des polypes pour réduire de 30% le taux de cancer d'intervalle, et qu'on va retrouver dans les drones autonomes qui font des frappes ciblées. Et donc c'est très ambigu, et pour moi ça demande d'abord d'étudier la manière dont on s'approprie l'IA, la manière dont on la comprend, l'imaginaire qui entoure l'IA, et ces enjeux. Donc c'est pas seulement de l'expliquer, au contraire, ça serait dangereux de ne faire de l'IA qu'une question d'ingénieur. En tout cas, ça demande aux ingénieurs de comprendre aussi quels sont les enjeux. Pas seulement de développer des systèmes qui permettent de générer de la voix, ce qui est très utile, par exemple, pour les patients atteints de la maladie de Charcot, pouvoir générer leur propre voix et limiter pour leur permettre de retrouver la parole, tout autant que de faire des scams et de détourner, vous parliez de 25 millions d'euros ou de dollars. Donc c'est important de parler des enjeux de l'IA tout autant que de ces technologies, et donc de ne jamais séparer l'intelligence artificielle générale et la manière dont elle pourrait se répandre, être utilisée. Ok. Les chercheurs nous ont apporté ces technologies. C'est important maintenant qu'il y ait un débat sociétal, avec le plus grand nombre en tout cas, pour dire ce qu'on veut en faire, ce qu'on est OK que ces technologies, que cette intelligence artificielle fasse ou pas. Et je pense qu'on ne s'est pas encore vraiment posé les questions, en tout cas en France, d'ailleurs dans peu d'endroits dans le monde. C'est toute la question de la gouvernance de l'IA, qui est une question de gouvernance mondiale qu'on aurait dû se poser sur d'autres sujets, à mon avis, déjà auparavant. Et de qui est-ce qui doit prendre les décisions. En tout cas, là, je pense qu'il est maintenant relativement admis que l'IA n'est pas seulement une question d'ingénieur, que la gouvernance de l'IA ne doit pas être laissée uniquement dans les mains des fondateurs d'OpenAI, de Grok et autres, mais qu'elle doit être gouvernée à échelle plus large, parce qu'elle pose beaucoup de questions qui nous concernent tous. Même lorsqu'on pense ne pas l'utiliser, même lorsqu'on n'a pas téléchargé l'application ChatGPT, elle nous concerne tous parce qu'elle est entraînée avec des données qui en disent très long sur nous. Évidemment. Merci beaucoup, Laura. La dernière question, ton livre de science-fiction que tu nous recommandes,
Tu m'as parlé d'un passage que tu voulais nous lire. Alors, en plus de ça, j'ai trouvé en venant ici à Bouligné, donc dans librairie d'occasion, un livre qu'on trouve dans toutes les librairies d'occasion, d'André Mauroy. C'est pas réellement de la science-fiction. Ce que j'aime beaucoup chez André Mauroy, c'est que c'est un auteur qui a touché à tout. Il est surtout connu en France pour ses biographies et pour ses romans comme Climat, qui sont d'une psychologie très fine et il se retrouve dans toutes les librairies d'occasion parce qu'il a, de son propre aveu, une plume d'instituteur, un style assez académique que je trouve très lumineux, serein. Et donc, il a écrit, parmi tous ces thèmes auxquels il a touché, il a écrit des œuvres fantastiques, notamment La machine à lire les pensées, qui se distingue des œuvres classiques de science-fiction, dans le sens où il n'invente pas seulement la technologie, même si elle est assez convaincante, sa machine à lire les pensées, qui analyse les mouvements inconscients du larynx, si je ne me trompe pas, les mouvements inconscients pour les amplifier et permettre de lire donc, toutes nos pensées semi-conscientes, toutes celles qui se passent dans le cerveau mais qui ne vont pas franchir la barrière des lèvres. Et il ne s'arrête pas là. Il va aussi parler de comment on est blasé face à cette technologie au bout de quelques années. Et je ne vais pas révéler la fin de cette merveilleuse nouvelle, La machine à lire les pensées. Mais il n'est pas du tout dans une vision naïve d'une technologie qui va changer le monde. Au contraire, il est très critique sur ce que peut réellement changer et ce que la technologie ne changera jamais. Et à côté de ça, il a écrit d'autres livres. Mon préféré de lui, c'est les Silences du colonel Bramble, qu'il continue parce qu'il s'est attaché au personnage par les discours et les nouveaux discours du docteur O'Grady. Donc, les premiers discours ont été faits après la Première Guerre mondiale, les nouveaux discours après la Seconde Guerre mondiale. Je montre le livre parce que vous l'avez certainement vu. Vous voyez, il sort tout juste du bac, de la librairie d'occasion. Et dans les nouveaux discours du docteur O'Grady, il fait allusion à une question qu'on se posait quand même. Il commençait à y avoir cette petite chanson après la Seconde Guerre mondiale. Je vous lis rapidement le passage. Donc, il s'agit du docteur O'Grady, un des personnages, qui dit voilà. Or, il a écrit un article révolutionnaire sur les procédés de travail du surhomme. Celui-ci aura demain à sa disposition des machines à calculer et même à penser, si complexes, si parfaites, qu'elles le délivreront de tout le côté mécanique des mathématiques et de la logique. Donc déjà, à l'époque, il voyait l'aspect automatisable qu'il y avait dans ce qu'on appelle plutôt les disciplines créatives. Elles seront les femmes de ménage du savant. Elles résoudront en quelques minutes des équations comportant un nombre d'inconnus tel qu'une équipe humaine y passerait en vain des années. Le surhomme, donc, il faut comprendre l'homme augmenté par intelligence artificielle dans le langage d'aujourd'hui, le surhomme possédera des bibliothèques sur microfilm si réduites que tous les livres publiés depuis qu'il y a des hommes et qui écrivent tiendront oreille dans votre chambre. C'était avant l'invention de l'Internet. Et le grand Larousse n'y sera pas aussi épais qu'une boîte d'allumettes. On a fait encore mieux. Et chaque livre microfilmé aura son numéro de code. En formant ce numéro, vous ferez apparaître la page de titre sur un écran placé en face de votre bureau. Et si vous désirez retrouver dans le volume un passage ou un renseignement, vous aurez devant vous des changements de vitesse qui vous permettront de faire passer 1, 10 ou 100 pages à la minute. Ce qui nous rappelle qu'au départ, l'intelligence artificielle avait aussi pour but de rendre le savoir plus accessible et plus utile pour pouvoir non seulement rendre les livres accessibles à tous facilement donc, sur microfilm ou plus exactement par l'Internet, mais aussi de chercher une information précise dans ce livre et donc de révolutionner la manière dont on cherche et dont on acquiert la connaissance. Merci beaucoup Laura. Conclusion parfaite sur ce livre d'André Mauroy. On va donc tous, pour ceux qui n'ont pas encore commandé Fantasia, donc allez voir ce livre de Laura Sibony qui est super. Merci beaucoup Laura d'être venue dans le podcast. C'était super de te recevoir. Merci beaucoup pour des discussions aussi riches et aussi variées. Merci Laura, à bientôt. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode. Félicitations. Dernier effort, notez-moi 5 étoiles. Le podcast Comptoir IA est soutenu par l'accélérateur Allianz, toujours à la pointe de l'innovation technologique.
contactez-moi sur LinkedIn pour continuer à échanger sur l'IA. À bientôt!